Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Comment vont les oreilles des Français? Ce n'est pas la grande forme. 25% d'entre nous souffriraient d'une perte d'audition. 25%, c'est quand même beaucoup. Et 2 Français sur 3 se sentent plus exposés au bruit dans leur vie quotidienne qu'auparavant, ce qui entraîne davantage de stress, d'anxiété et de fatigue. Votre santé auditive, on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Alors à bon entendeur, salut. Faites-vous régulièrement contrôler votre audition? Soyons honnêtes, à moins d'avoir des bouchons de cérumen qui bouchent nos tympans. Nous n'allons pas spontanément chez un ORL pour vérifier l'état de nos oreilles. Et pourtant, elles sont fragiles, nos oreilles. Elles sont agressées tous les jours par le bruit de la ville, le bruit au travail. Il y a les loisirs aussi qui peuvent être bruyants. Et une fois blessées, elles sont incapables de se régénérer. D'où l'importance de prendre soin de ces oreilles dès les plus jeunes âges. Et pour rendre audible ce sujet de santé publique, trop souvent négligé, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Patrick Haydan, ORL à Paris. Bonjour. Bonjour Véronique. Merci d'être avec nous. Et Yannick Ferret, directeur national de la santé auditive chez Vive, en charge du réseau Écoutez Voir, Vive 3. Bonjour Yannick Ferret, bonjour, merci Véronique. Aussi d'être avec nous sur le plateau de la santé d'abord pour justement prendre soin de nos oreilles. Alors, on va faire un petit état des lieux. Pour commencer, quelles relations les Français entretiennent-ils avec leurs oreilles? Ont-ils conscience de leur fragilité? Comment en prennent-ils soin au quotidien? Quelle perception ont-ils des prothèses auditives? Eh bien, Pierre Emco est allé interroger quelques Français sur le sujet. Regardez. Est-ce que j'ai conscience de la fragilité de mon audition? Pas plus que ça. Pas plus que ça, non. Pourquoi? Je réfléchis pas souvent à mes oreilles, en fait, comme ça, là. Je sais pas, j'ai jamais pris le temps de réfléchir à cette question. Alors, je me mets très loin des gros haut-parleurs s'il y a des soirées ou des choses comme ça. Je me nettoie les oreilles. C'est bien, ça, déjà. Voilà, c'est tout. Alors, par rapport à la fragilité de mes oreilles, oui, j'en ai conscience. Il est vrai que déjà, au fur et à mesure des années, l'audition, elle part un peu. Donc, il est vrai que je fais attention. Dans les mutuelles audition, tout ça, on a droit aussi à des tests auditifs. Donc, du coup, je pense que je vais y aller prochainement. Par rapport aux prothèses auditives, moi, je pense que maintenant, ils ont fait un gros progrès. Parce que moi, j'ai eu des parents qui en ont eu et tout. Et je pense vraiment que, oui, ils ont fait de gros progrès. Et que maintenant, on peut avoir des prothèses auditives sans avoir tous ces problèmes. Des fois, il paraît qu'on entend des bruits, des trucs comme ça. Il y en a, maintenant, ils acceptent bien les prothèses auditives et ils y trouvent très bien. J'en ai pas du tout une mauvaise perception. J'espère que ce sera le plus tard possible pour moi, malgré tout. Mais je trouve que c'est une bonne chose, que ça existe, parce que ça permet quand même à des gens qui entendent mal de pouvoir entendre et communiquer et rester en communication avec le monde, c'est important. Alors, on parlera des prothèses auditives tout à l'heure parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup d'idées reçues et de fausses croyances. On est loin des grosses prothèses que portaient nos grands-parents. Mais déjà, juste quelques chiffres pour bien planter le décor. Combien de Français souffrent de troubles auditifs aujourd'hui? Alors, d'après les chiffres Surdité France, 40% de la population française souffre de troubles de l'audition avec des répercussions sur la vie quotidienne pour 8,6% d'entre eux. Et 4% souffrent de surdité, c'est-à-dire la perte de 35 décibels au moins sur une oreille. Et les projections de l'OMS ne sont pas très réjouissantes puisque si 1,5 milliard de personnes dans le monde sont concernées aujourd'hui par une déficience auditive, elles pourraient être de 2,5 milliards en 2050, donc des chiffres qui font quand même réfléchir. Et précisons que les troubles de l'audition sont en augmentation constante chez les jeunes, ça on le sait, d'où l'intérêt de prévenir ces problèmes dès le plus jeune âge, parce que la cause principale, docteur Haydan, de ces problèmes d'audition chez les jeunes, on est bien d'accord, ce sont les écouteurs dans les oreilles. On a l'impression que nos enfants sont nés avec. Moi, je vois les miens. Voilà, ça, il faut être extrêmement prudent. On va sûrement en reparler, mais ce qui est important, c'est la puissance avec laquelle on met ces écouteurs. Alors très souvent, on ne s'en aperçoit pas, mais il faut vraiment faire très attention.
Ouais, parce qu'ils vivent avec, hein. Moi j'ai l'impression que c'est greffé à leurs oreilles. Effectivement, 50% des jeunes s'exposeraient à des niveaux sonores dangereux pour leur audition. Alors pour bien comprendre justement ces troubles auditifs, revenons aux fondamentaux. Une oreille, comment ça marche, docteur Haïdan? Alors là je regardais un de vos reportages. Déjà, il y a deux choses. Il y a la prévention et puis il y a l'utilisation. D'abord, est-ce qu'on doit se nettoyer les oreilles? Ça, c'est un vrai message que j'aimerais faire passer. L'oreille ne se nettoie pas. D'accord? Donc les cotons-tiges. Pourquoi? De manière extrêmement simple, c'est que vous rentrez un instrument dans une oreille à l'aveugle. Vous ne savez pas où vous allez. Le conduit, très souvent, est très fin. Donc vous blessez le conduit. Vous poussez éventuellement le cérumen à l'intérieur. Donc vous faites tout ce qu'il ne faut pas. Parce que le cérumen, il est important, il sert à quelque chose. Le cérumen est important, il contient des substances qui permettent d'éviter les infections, donc il ne faut pas retirer à tout prix le cérumen. Simplement des lavages réguliers, journaliers avec de l'eau, stop. Il ne faut rien rentrer dans son conduit auditif. Avec de l'eau, c'est-à-dire avec une petite poire? Oui, ou avec juste... une petite poire, avec un petit jet d'eau tous les matins, voilà, rien de plus. D'accord. Ok. Et alors, cette oreille, on peut le voir sur ce schéma, c'est vrai que comme nos yeux, nos oreilles vieillissent. Hein. Il y a ce qu'on appelle, c'est la presbytie pour les yeux et c'est la presbyacousie pour les oreilles. Il y a une dégradation, en fait, c'est ça, de la cochlée. Les tympans, les osselets vont perdre leur souplesse et vont transmettre moins bien le son. C'est ça. Donc en fait, quand vous voyez sur le schéma, il y a trois parties de l'oreille. Il y a l'oreille externe, qui en fait regroupe le pavillon. Donc le pavillon, c'est ce qui sort. Le conduit auditif. Donc on comprend bien que s'il y a une obstruction de ce conduit auditif par un bouchon, par une infection, eh ben, le son a du mal à passer. Ça, c'est l'oreille externe. L'oreille moyenne, là, c'est situé à l'intérieur, donc derrière le tympan. Si vous avez une otite, si vous avez du liquide derrière le tympan, vous comprenez également que le son a du mal à se transformer en signal sonore. Enfin, les osselets, qui sont des petits os à l'intérieur de l'oreille qui transmettent le son, là aussi, s'il y a une destruction de ces osselets, le son ne peut pas passer dans l'oreille interne. Ça, c'est l'oreille moyenne. Et ensuite, l'oreille interne, maintenant, c'est effectivement les organes qui sont sensitifs, à savoir la cochlée, avec des cellules extrêmement fines, avec des cils. En fait, il y a du liquide à l'intérieur de l'oreille interne. Dès qu'il y a un mouvement de la platine, le liquide transmet ce mouvement aux cellules ciliées et il y a un message qui est envoyé au cerveau. Donc c'est vraiment une anatomie extrêmement précise, extrêmement fine, et on comprend qu'avec l'âge, plus ou moins avancé, ces cellules diminuent et donc l'audition diminue en conséquence. Le son se transmet moins bien. Alors peut-être quelques mots sur ces fameuses otites dont souffrent beaucoup nos enfants. Alors je ne sais pas si c'est une idée reçue ou pas, mais j'ai l'impression que nos enfants souffrent de plus en plus d'otites. C'est vrai, ça, vous le constatez? Oui, oui, le plus important, c'est pas tellement l'otite aiguë, parce que l'otite aiguë, en général, il y a une douleur. Donc les enfants ont de la fièvre, ils vont voir le médecin, on leur donne des antibiotiques. L'otite, j'allais dire, la moins facile à dépister, c'est l'otite séreuse. Parce que l'otite séreuse, c'est en fait du liquide à l'intérieur de l'oreille qui entraîne de plus en plus des retards de langage chez les enfants, qui peuvent passer inaperçus jusqu'à l'âge de 3 ans, 4 ans. Parce que c'est pas douloureux. Parce que c'est pas douloureux. C'est comme s'il y a un gros bouchon dans l'oreille, donc l'enfant n'entend pas bien, il y a un retard de langage, il peut y avoir même des retards scolaires, alors que simplement en allant voir un médecin, on peut tout à fait dépister ce genre de pathologie et puis la traiter en conséquence. D'accord, donc attention, si notre enfant a des troubles du langage, du mal à parler, pensez à aller voir un ORL et à lui faire vérifier ses oreilles. Alors, autre cause possible et qui est très pénible, qui peut altérer l'audition, ce sont les acouphènes. Alors, les acouphènes, en fait, c'est un symptôme. C'est un symptôme qui n'est pas un symptôme qui vient de l'oreille. C'est en général un symptôme qui vient du cerveau, parce que l'audition a un petit peu baissé, voire un peu plus que la normale, et donc le cerveau émet un système d'alerte et qui nous donne l'impression qu'on a des sons dans l'oreille. Mais en tant que tel, c'est plutôt une destruction des cellules de l'oreille interne qui envoient des signaux au cerveau, et ces acouphènes ne sont pas fait par l'oreille, mais plutôt en signal d'alerte par le cerveau. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour prendre en charge ces acouphènes? Vous parlez d'une destruction de certaines cellules. Alors, en général, dans la grande majorité, c'est effectivement on a une altération de l'audition. Donc, si on arrive à rétablir le seuil auditif, notamment par des appareils auditifs, on peut
raisonnablement diminuer. Alors je ne dis pas faire disparaître, mais en tout cas faire diminuer ces acouphènes. D'accord. Donc d'où l'intérêt de l'appareillage aussi en cas d'acouphène. Absolument. Bon, il y a aussi certaines maladies, l'osteopongiose, l'hyperacousie, maladie de Ménière, etc. Tout ça, ce sont des pathologies également qui peuvent altérer l'audition et auxquelles il faut penser. Voilà, donc il y a un diagnostic, des examens complémentaires, surtout l'audiométrie, l'audiogramme, qui nous permet éventuellement de proposer des examens complémentaires, des scanners, des IRM, pour trouver la cause de cette surdité, parce que le plus important, c'est de savoir de quoi on parle. Donc un examen clinique tout simple, des tests audiométriques, et ensuite on va pouvoir traiter cette maladie, orienter vers l'audioprothèse, de manière à effectivement améliorer l'audition de nos patients. Puis peut-être un mot aussi sur les facteurs de risque, le diabète, l'obésité, qui peuvent être des facteurs de risque qu'on ne sait pas forcément. Alors un mot sur les facteurs de risque, effectivement, le diabète, peut-être dire un petit mot également des dépistages auditifs à la maternité, ça c'est très très important parce qu'il y a quand même un enfant sur 1000 qui naît avec une surdité congénitale, donc c'est pas négligeable. Et on fait maintenant ce qu'on appelle des auto-émissions, on dépiste la surdité à la naissance, qui nous permet, au cas où c'est nécessaire, de pouvoir opérer l'enfant, de mettre un implant dans l'oreille interne de l'enfant pour qu'il puisse avoir une vie normale et qu'il puisse entendre scolarité normale, et puis il pourra avoir une profession aussi mieux parsée que le patient qui entend très bien. Alors, on parlait justement de dépistage, de prévention, etc. Déjà, pourquoi faut-il réagir dès les premiers symptômes, Yannick ? Pourquoi est-ce que c'est aussi important de pouvoir prendre en charge un problème d'audition ? Je pense que déjà, quand on n'entend pas bien, on va se désociabiliser, on va éviter de se retrouver dans des endroits bruyants. On a un risque également de perte d'équilibre. Thierry, on vient d'en parler tout à l'heure. Je pense qu'il y a de nombreux sujets de santé qui vont découler, une aggravation en tout cas de sa santé, et surtout un impact sur le cerveau, des maladies cognitives qui vont arriver assez vite quand on n'entend pas bien, et particulièrement quand on rentre dans l'âge avancé, d'où cette importance. C'est aussi surtout parce que plus tôt on prend en charge une malaudition par un appareillage, et plutôt on va ralentir cette malaudition qui va s'aggraver de toute façon, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des organes qui vieillissent. Et donc, il faut ralentir absolument cette... Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours conscience qu'on a une mauvaise audition. Alors, quels sont les premiers signes qui devraient nous alerter, que ce soit chez les jeunes enfants, chez les adultes ou chez les personnes plus âgées ? Alors, je parlerai plutôt des adultes. La différence entre l'optique et l'audition, parce que c'est deux éléments intéressants, c'est deux sens importants que nous avons. En optique, on voit mal, quoi. Du jour au lendemain, vous vous levez un matin et vous dites, tiens, je ne vois pas mon téléphone. Une fois que le bras est trop court, on se dit, tiens, il faut peut-être porter des lunettes. On met des lunettes et on corrige très vite la vue. En audition, c'est beaucoup plus complexe, en fait. C'est des sons que vous n'entendez plus. Mais le chant des oiseaux que vous n'entendez plus, vous vous posez pas la question. Pour vous, il n'y a pas d'oiseaux, en fait. Voilà. Et je pense que la problématique, et souvent, sont les aigus que nous perdons en premier quand on perd l'audition. Eh bien, c'est plus dans la relation avec les autres, où on va confondre des lettres, on va confondre des mots, on va confondre cheveux, chevaux, par exemple. Et c'est là d'où l'importance des tests qu'on fait en audiométrie, les tonales, les vocales. Et c'est là qu'on va se rendre compte que ça va créer des malentendus. Ensuite, on se rend compte qu'on est obligé de tendre l'oreille, que au restaurant, on ne supporte pas bien l'ambiance, on devient un peu agressif, on devient un peu hargneux, on évite même ces lieux. Et donc, ça, ce sont des signes, effectivement, qui montrent qu'on perd son audition. Après, le problème, il n'est pas qu'on ne se rende pas compte, on se rend compte, mais on n'accepte pas, parce que c'est un signe de vieillissement. Oui, mal entendre, devoir porter des prothèses. Absolument. Ça nous renvoie à notre vieillesse. Exactement. Et puis, l'optique, on porte des lunettes, j'ai envie de dire, c'est pas un problème, c'est de la mode même. C'est un accessoire de mode, oui. On le gère. Une aide auditive, c'est plus, et celle des moins aujourd'hui, on va y revenir tout à l'heure, c'est plus, on a l'impression d'avoir des cannes pour marcher, et que ça y est, on est rentré dans l'âge. Donc il y a un facteur psychologique qui est très important. Bon, vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe aujourd'hui des bilans de dépistage gratuits, donc on n'a pas d'excuses pour ne pas aller se faire dépister, comme dans la boutique Écoutez voir de Nathalie Château à Nantes. C'est un reportage de Cédric Manet, regardez.
Bonjour, vous venez pour un test d'audition? Oui. Au travail, Marion accueille du public Donc je suis l'audioprothésiste. et elle veut être sûre de bien entendre les participants des ateliers qu'elle anime. Elle vient donc faire un test d'audition. On va pouvoir faire le test de dépistage. Donc c'est un test qui n'est pas médical, ça va juste permettre de voir votre audition s'il n'y a pas de souci particulier. Et puis si jamais il y a quoi que ce soit, il faudra aller voir après un médecin ORL. Alors comment ça marche? Tout simplement, s'assurer que le conduit auditif n'est pas bouché. Ok, très bien. Donc on voit bien le tympan, pas de cérumen, il n'y a pas de bouchon. Le test suivant, identifier des sons. Donc on commence à droite. On va faire entendre des petits bips. Donc dans les médiums, plus aigus. Voilà, donc on teste différentes fréquences. Troisième test, répéter des mots. Devant. Citron. Galop. Le refus et le reçu, c'est des mots qui se ressemblent beaucoup et la différence, elle est dans les aigus. Donc quand on perçoit moins bien les sons aigus, on va plus facilement confondre les mots en fait entre eux. Le dernier exercice, il s'agit de répéter les mêmes mots, mais cette fois dans un environnement bruyant. C'est un test dans le bruit, donc c'est pour voir à quel point le bruit perturbe la compréhension de la parole. À la suite de ce test, un appareil peut être conseillé. Plus la courbe est haute, mieux on entend. Et on considère qu'une bonne audition va être entre 0 et 20 pour tous les points. Cet audioprothésiste reçoit des personnes âgées, C'est des problèmes au niveau de l'oreille interne et c'est les cellules de l'oreille interne qui vont être abîmées. mais aussi des patients exposés au bruit dans le cadre de leur travail. Bon, on le disait tout à l'heure, on n'a pas toujours conscience de cette perte d'audition. Donc, à quelle fréquence il faudrait faire vérifier ses oreilles? J'allais dire, moi, à mon sens, il y a une limite d'âge. Vers 50 ans, c'est bien de faire un test auditif, comme on fait une fibroscopie, comme on fait d'autres examens. Ouais. Voilà. Donc un test auditif à 50 ans, ça me paraît bien. La révision des 50 000, ça peut être Si pas mal. on n'a pas de symptômes, en général, c'est plutôt les épouses qui poussent les patients en disant il faut absolument que tu ailles faire un test, etc., parce que tu n'entends plus. Bon, donc dans ce cas-là, le patient vient avec son épouse et elle est là pour lui faire le test. Et puis enfin, j'allais dire, quand il y a une maladie X ou Y, ne pas hésiter à proposer un dépistage systématique. Bon, on va parler solutions maintenant, c'est-à-dire de ces fameuses prothèses auditives qui sont quand même très loin aujourd'hui que celles que portaient nos grands-parents. C'est des choses toutes petites, miniatures, c'est plus simple, qui sont ultra connectées et qui sont très performantes. Alors, vous allez pouvoir nous montrer ces dernières petites merveilles, petits bijoux de la technologie pour voir à quoi ça ressemble. En fait, on a deux types d'appareils. Le plus classique et celui qu'on connaît le plus, c'est bien évidemment le contour d'oreille. Alors on est loin, effectivement, comme le disait la dame tout à l'heure, de cet appareil qui siffle, qui fait du bruit, dont on s'amuse dans parfois des films drôles. On est sur des appareils qui aujourd'hui intègrent de l'intelligence artificielle. On y reviendra sur leur fonctionnalité, ce qu'on a pu faire. Vous voyez, quand c'est caché derrière une oreille, on ne le voit pas. C'est très simple. Voilà. Ça, c'est le contour. Effectivement, c'est 80% des appareillages. Parce que c'est ce qui tient mieux, quelque part. Ça tient mieux, et puis on est beaucoup plus à l'aise. On ne bouge pas l'oreille non plus. On a un petit écouteur dans l'oreille. Et puis, bien évidemment, des appareils qui sont faits sur mesure, qui sont moulés, bien évidemment, au conduit de l'oreille. Donc ça, c'est du sur-mesure, comme vous pourriez l'avoir, vous, sur un plateau avec une oreillette. Comme mon oreillette, par exemple. Absolument. Alors, moi, elle n'est pas sur mesure, malheureusement, parce que du coup, je la perds. Mais... Alors, on viendra remédier à ça. Alors, voyez, on a cet appareil qui permet d'intégrer beaucoup de technologie intérieure. Alors, qu'est-ce que ça intègre? Vous parlez d'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ça ne sert pas juste à entendre aujourd'hui, ces prothèses auditives. Alors, justement, ce qui est important... oui, ça permet de bien entendre. Donc, on récupère déjà combien de pourcentage à peu près de son acuité auditive? On arrive à corriger jusqu'à 40% de perte d'audition avec un appareil auditif. Ce qui est intéressant dans ces nouvelles générations, alors déjà, comme vous le voyez, elles sont rechargeables pour la plupart, donc on a moins de manipulation. Et puis surtout, c'est toute la technologie qui est à l'intérieur. Ce qui fait la différence avec celle d'autrefois, c'est la qualité des sons. C'est leur fréquence, le nombre de fréquences qui permettent de régler, donc d'ajuster parfaitement les sons dont j'avais parlé tout à l'heure, d'ajuster au mieux par rapport à cette perte d'audition. Et puis en plus, eh bien, elles sont connectées. Elles sont connectées à votre téléphone. Et donc, je peux écouter de la musique, je peux téléphoner. Et sans déranger votre conjoint. On en parlait tout à l'heure. Si monsieur perd l'audition avant madame, ce qui peut arriver, en fonction de son métier, en fonction de son histoire, eh bien, va pouvoir écouter la télé au son, à la qualité de son qu'il souhaite,
alors que madame écoutera directement la télé. Mais lui va pouvoir régler via son smartphone. Sans être obligé de mettre la télé trop Absolument. fort et de gêner sa femme ou les voisins. C'est D'accord. recevoir son téléphone à l'intérieur. C'est en termes d'innovation également, j'irais, alors là, plus dans du loisir, vous partez à l'étranger, eh bien certaines auditives intègrent aujourd'hui des traducteurs automatiques jusqu'à 24 langues. Donc vous allez en Chine demain, on pourrait vous parler et avoir la traduction automatique. Alors ça, c'est du confort, on va dire. C'est génial, ça. Et cette prothèse que vous montriez, là, La noire. Oui, la noire. Ça... Pourquoi la noire? Oui, pourquoi noir? Parce que jusqu'à maintenant, on voyait surtout des prothèses couleur chair pour pas que ça se voit. Noir, c'est quand même beaucoup plus visible. Alors, vous avez tout à fait raison. Alors, la chair, la voilà, hein, celle qu'on peut porter. Parce que quand on cherche, les personnes qui voulaient de l'intra-auriculaire, on cherchait la discrétion, parce que dans le conduit, on a peur que ça ne se voit pas. Aujourd'hui, eh bien, on se dit, aujourd'hui, tout le monde a quelque chose dans l'oreille. On le disait en début d'émission, on a tous un AirPod dans l'oreille. Le fait d'avoir un élément comme ça sur mesure, noir, alors, on ne sait pas que c'est une aide auditive. Donc ça, c'est pour séduire les plus jeunes. Comme ça devient même un accessoire de mode, quelque part. Peut-être pas, mais en tout cas, on est identique aux autres. On ne passe pas pour un malentendant si tant est. Et donc, on assume complètement le fait d'avoir un appareil auditif, mais en se disant, il peut être pris pour autre chose. Un élément important, toutefois, on parlait tout à l'heure de la technologie et aussi du confort par rapport à la connexion. Ces appareils aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle et à d'autres technologies développées, permettent également de la détection de chute. On a intégré aujourd'hui dans ces appareils des gyroscopes qui vont appréhender et qui vont être connectés à distance à des personnes de confiance. Pour une personne âgée qui vit chez elle seule, va pouvoir, dans le cas d'une chute à son domicile, va pouvoir alerter quelqu'un à distance. Voilà, ça, ce sont des technologies nouvelles, importantes, liées à l'intelligence artificielle. D'accord, donc j'entends mieux, je peux voyager à l'étranger, si je tombe, quelqu'un est prévenu, ou ça peut même m'empêcher de tomber aussi, parce que ça Absolument. peut détecter aussi, je crois, les premiers mouvements avant une chute, c'est ça aussi. Alors, pendant 5 ans, effectivement, on a pu appréhender, grâce au port de ces aides auditives, les mouvements qui précèdent une chute. Et donc, les générations futures vont permettre d'anticiper et d'alerter le porteur de l'aide auditive de la future chute qu'il risque de faire. Et c'est extrêmement important parce que une personne seule chez elle va engager des dépenses de santé énormes et surtout... Alors certains vont quand même prétexter qu'ils n'arrivent pas à avoir de rendez-vous avec un audioprothésiste pour faire un dépistage et si besoin pouvoir s'équiper, surtout s'ils habitent dans un désert médical. Eh bien sachez qu'il existe aujourd'hui des services à distance d'audioprothésistes. Et oui, regardez. J'avais un petit problème sur mes appareils et l'assistante m'a proposé ce nouveau service de téléaudiologie. C'est un service qu'on a mis auprès des patients pour avoir donc des rendez-vous un peu plus rapidement, faire des contrôles auditifs. Ça se fait à distance avec un audioprothésiste qui n'est pas dans le centre. Bonjour. Bonjour Jean-Michel. Le patient, il est en totale interaction avec le téléaudiologiste. Il nous entend, nous on l'entend. Et on interagit comme ça à travers la vidéo. La téléaudiologie permet à l'assistante de développer des compétences qu'elle réalisait déjà en rendez-vous présentiel, mais on exploite vraiment à fond toutes ses capacités par ce service-là. La mise en place, c'est surtout ça, c'est surtout ne pas attendre. C'est-à-dire que quand les gens ont des problèmes de réglage ou tout ça, de ne pas attendre une ou 2 semaines avant de faire un réglage sur un appareil ou sur une panne en fait. La téléaudiologie, ça sert à ça aussi. Comme ça va là ? C'est impeccable. Très bien. Dès que vous entendez le bruit, il suffit de lever le bras, s'il vous plaît. Ok. J'ai eu le même service que s'il était en présentiel. Les réglages sont faits correctement, donc très professionnel, le service de qualité, voilà, donc j'étais très satisfait. Donc c'est un service de télémédecine en fait. Absolument. Dans certains centres, quand on n'a pas de temps de disponible pour un audioprothésiste, le patient vient dans notre centre et est connecté à distance pour un réglage directement dans le centre. Parce que les réglages, on n'en a pas parlé, mais le réglage et le suivi, c'est aussi très très important pour que la personne puisse bien s'adapter à sa prothèse. On parle de rééducation cognitive, on rééduque le cerveau à bien comprendre ces sons qu'il reçoit.
Merci beaucoup à tous les deux. Peut-être juste message à faire passer. Effectivement, n'hésitez pas à vous faire dépister le plus tôt possible, d'aller voir votre ORL régulièrement, surtout après 50 ans. Pas de coton-tige dans les oreilles. On met le moindre chose dans son conduit auditif. L'exposition au bruit aussi, on fait attention évidemment. Voilà, un grand merci à tous les deux. En tout cas, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Je sais que je peux avoir des prothèses auditives si je voyage et que j'ai besoin de comprendre ce qu'on me raconte. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. Merci à Valérie Darmon, la rédactrice en chef de cette émission, à Margot Miller et à Christina Mouton qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt dans un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre.